Déjà, merci à tous d'être là et bonjour. On va vous parler de l'UX et du DevOps, mais sous un autre angle. Donc, le thème, ça s'appelle, enfin, le titre de notre conférence, ça s'appelle l'UX a sauvé mon DevOps. Alors, on a fait un parallèle avec Roméo et Juliette, comme vous pouvez le voir, et comme vous l'avez vu sur l'abstract. Vous avez une vraie belle Juliette, vous n'avez pas trop un vrai Roméo Ouais. pour les filles. On est d'accord, il n'est pas très sexy, le Leonardo DiCaprio. Wow, ouais. D'entrée, carrément. Je rigole bien sûr, mais le but d'avoir mis ces images-là, c'était vraiment de linker avec vraiment nos familles, qui sont des familles complètement différentes, mais qui peuvent se rencontrer finalement bien et qui peuvent vraiment cohabiter. Alors du coup, cette conf peut vous intéresser si vous faites partie de la catégorie des DevOps. En gros, vous êtes quelqu'un qui essaie de mettre du DevOps, mais vous avez du mal à interagir avec toutes les équipes de votre société, notamment sur cette culture. Ou alors vous êtes comme moi, vous êtes un DevOps, mais qui est un ancien dev, et en fait, vous ne savez pas trop vous ordonner, la gestion du temps, c'est pas votre truc, et vous n'êtes pas très autonome sur la partie planning, quoi. Et pareil pour le côté UX, si vous faites que de la conception et que vous n'allez pas plus loin, vous n'allez pas voir ce qu'il y a après, les feedbacks, les choses comme ça, ça peut vous aider. Et pareil, si vous essayez d'avoir une casquette UX en tant que dev, sachez que c'est possible de lier vraiment les deux et d'avoir pas mal de choses qui vont être positives dans votre manière de travailler. Juste avant de commencer, qui participe à la philosophie DevOps? Vous êtes beaucoup? Pas beaucoup? Si, Est-ce qu'il y a de l'UX? Est-ce qu'il y a des personnes qui font un peu de UX? Je vois 2-3 petites mains timides. Ouais. C'est bien les gars, on représente. Il faut le dire. Donc, pour une première partie, vas-y François, je t'en prie. C'est surtout à toi. C'est à moi. Pour une première partie, on va se présenter. Donc, je m'appelle Estelle, donc la fameuse Juliette, c'est moi. Enfin, presque. Donc, je suis product owner à Tammo. Clairement, côté fonctionnel, Tammo, qu'est-ce que c'est? On permet aux agences de pub de programmer des campagnes publicitaires dans notre plateforme. Et on a vraiment pas mal de problématiques au niveau du temps réel, parce que c'est des enchères en temps réel, au niveau big data. Avant, j'étais une ancienne project manager en SS2I. Bouh. Depuis toujours, j'aime beaucoup l'UX parce que je trouve que c'est, entre guillemets, quelque chose de super léger à mettre en place. C'est vraiment une philosophie qu'on peut adapter partout. Et du coup, c'est pour ça que j'en fais partie. Donc, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Je fais aussi partie des Duchesses. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir dehors. On a un petit kakémono. Il y a aussi Pauline qui fait une conf tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Et finalement, vu que vous êtes toulousain, je suis carcassonnaise. Donc, c'est à côté. Mais je fais partie de la team chocolatine. Voilà, je voulais le dire. Putain, elle s'est mis le public dans la poche juste en parlant de chocolatine. Incroyable. Alors moi, je sais pas pourquoi on a mis cette photo, c'est pas ressemblant du tout, je suis beaucoup plus beau. Moi je suis le DevOps, donc je m'appelle François Technay. Donc en fait à Tammo, nous ce qu'on fait, c'est des trucs à base de Kafka, de Spark, d'Aerospike, du Scala. Moi je suis Automation Engineer là-bas, en gros ça veut dire que je fais en sorte qu'il y ait le moins de choses à faire pour un développeur entre le moment où il commit et le moment où ça part en prod. Et du coup, à partir de ça, moi je fais beaucoup de DevOps. J'ai mis en place pas mal de DevOps dans toutes les boîtes dans lesquelles je suis passé. Et je suis un ancien dev, donc je ne suis pas un Ops reconverti, je suis un dev reconverti. Je sais que c'est un peu bizarre dans ce sens-là la plupart du temps. On peut me retrouver sur Twitter et je suis aussi Jug Leader sur Montpellier. Du coup, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on est là pour vous parler quand même du UX et de DevOps, et on va faire quand même des petits rappels de ce que c'est, parce que c'est quand même des courants de philosophie et de culture qui n'ont pas grand-chose à voir à la base. Et du coup, on va commencer par le DevOps. Et alors, le DevOps, qu'est-ce qui fait qu'on en voit partout en ce moment? En fait, déjà, c'est que le DevOps est très trendy. Tout le monde se met à en faire. Alors, même les ESN. Je ne comprends pas très bien comment une ESN peut réussir à faire du DevOps, moi, par rapport au mouvement culturel. Mais c'est un truc qu'on trouve partout. Et en gros, ce qu'on analyse, c'est que c'est juste une évolution logique de ce qu'on fait au niveau de l'IT depuis quelques années. On a mis des pratiques agiles, on a commencé à parler de CI, on a commencé à parler de continuous deployment. Et en fait, derrière, on se retrouve à voir que le DevOps n'est finalement une évolution logique de cette partie-là, en venant intégrer en fait des nouvelles métriques et des nouvelles informations par rapport à toute cette agilité qu'on a voulu injecter dans notre entreprise. Et en fait, le DevOps, c'est une culture qui se base sur un principe fondamental, c'est que pour récupérer ces informations et améliorer le process et améliorer le produit de la boîte, en fait, il faut casser un mur.
Et c'est le mur qui sépare votre équipe de développeurs, donc les gens qui codent, par rapport à vos opérationnels, les sysadmins que vous détestez parce que vous devez leur faire un ticket pour mettre en prod et qui mettent 4 heures avant de le faire. Alors le DevOps aussi, ça j'ai trop tendance à le voir, ça ne veut pas dire qu'on va vouloir faire du NoOps. Le but du DevOps à terme, c'est pas de virer les sysadmins. Je sais que vous les aimez pas, mais quand même, le but c'est de les mettre avec vous et de bosser avec eux. Et c'est ça toute la difficulté de la culture DevOps en fait dans son installation, c'est vraiment de réussir à faire cohabiter ces deux environnements qui avant étaient vraiment complètement découpés. Donc ça c'est pour la partie DevOps, je vais laisser Estelle présenter la suite. Et du coup pour moi c'était quand même assez simple. Maintenant on va faire quelque chose de plus compliqué. Ouais, tout simplement pour vous rappeler qu'est-ce que c'est l'UX pour ceux qui ne savent pas ou peu. C'est finalement la rencontre entre la stratégie, la tech de manière générale et le design. Alors, c'est vrai qu'au final, moi, l'UX, je le vois un peu comme un menhir que je garde un peu sur ma tête et que j'essaie d'avoir avec moi tout le temps. C'est-à-dire que dès que j'ai une nouvelle feature en tant que product owner, je me dis je vais reprendre un peu ce que je connais au niveau UX pour que ma feature soit bien développée, bien mise en prod et que ça aille à tout le monde. Donc l'exemple très simple souvent que moi je prends, c'est que vous avez un utilisateur lambda que j'ai appelé, qui s'appelle user. Vous avez un produit qui est un vélo, jusque-là tout va bien. Ce vélo a des pédales, une jolie selle et même des fois il peut avoir des flammes et tout en fonction de ce que vous aimez. Tout ça c'est l'UI, c'est-à-dire que c'est votre interface de votre vélo. Et lorsque vous avez un utilisateur qui va utiliser le produit, vous avez une expérience. C'est ça l'expérience utilisateur, c'est ça l'UX. Mais par contre, il ne faut pas confondre design et expérience utilisateur. C'est-à-dire que vous avez beau avoir un super design, donc une super route, avec un super gazon autour, au final, si l'expérience utilisateur n'est pas bonne, votre route, elle ne sera jamais empruntée. La preuve, dans cette mairie, ils ont fait une super route, mais les gens ont décidé d'aller plus vite à la ville. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé la propre route. Donc faites attention, le design sert simplement à mettre en valeur l'expérience utilisateur et pas l'inverse. Ce qu'on utilise beaucoup dans l'UX, et je fais un petit clin d'œil à ma Bible qui je vais faire présentateur. fait présentateur de téléachat, qui s'appelle les méthodes de design UX. On a un petit process, donc c'est barbant, je vous explique rapidement. C'est tout simplement de dire qu'il y a une phase de planification où là on définit les objectifs. Suite à ça, on a une grosse phase de recueil des besoins utilisateurs. C'est vraiment super important. Cette phase nous permet après d'arriver sur la phase d'idéation, où finalement on synthétise tout ça, on essaie de générer des idées, parce que c'est ça l'idéation, et par la suite, dans la phase de génération, on va essayer de trouver des idées, des solutions à mettre en place pour régler tout ce qu'on avait vu auparavant. Et dans l'évaluation, merci François, c'est très bien, c'est très gentil. Je peux poser ? Oui. Et dans l'évaluation, on essaie de manière itérative de voir si la solution est bonne ou pas, si elle a été adoptée ou pas, et si on doit faire des correctifs. Donc ça, clairement, c'est ce qu'est l'UX. On vous a présenté ce qui était le DevOps. Ce sont complètement des familles opposées, d'où l'image des Montaigu et des Capulet. Mais au final, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a eu quand même pas mal de vocabulaire en commun. Je ne sais pas ce que tu en penses, François, mais... Oui, on a parlé d'itératif, on a parlé d'amélioration, on a parlé d'expérience aussi, parce que moi, j'en ai pas tellement parlé, mais on est quand même d'accord que le but, c'est d'améliorer l'expérience de vos équipes de développement dans le DevOps. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a des choses en commun. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler comment ça se fait que nous, alors qu'on a vraiment deux familles complètement différentes, on s'est retrouvés à travailler ensemble. Donc en fait, comment est-ce qu'on s'est rencontrés et comment est-ce qu'on s'est mis à travailler ensemble. Donc déjà, on va enlever un mystère, on ne s'est pas rencontré à un bal. Ça c'est non, je suis pas bon danseur moi personnellement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais vous expliquer un peu l'intégration du DevOps chez Tammo quand moi je suis arrivé en tout cas. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une équipe d'Ops qui a été renommée DevOps. Donc, on va dire que la société a voulu faire un shift en intégrant la philosophie DevOps. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris leur équipe d'Ops, ils l'ont nommé DevOps. Et du coup, moi, j'ai intégré cette structure. Et notre but du jeu, c'est de mettre en place cette philosophie dans la boîte. Sauf que du coup, malgré le fait qu'on fasse ce genre de choses, typiquement quand votre équipe DevOps va voir votre dev pour lui dire « Ah, il faudrait que tu changes ta conf de déploiement pour la mise en prod, pour le nouveau système de déploiement qu'on a mis en place », pour lui, c'est toujours pas sexy d'aller changer sa conf. Il préfère toujours aller faire une frimonade que de changer comment il gère sa conf, quoi. Pareil, l'équipe d'Ops n'apprécie pas, malgré le fait qu'on passe en processus agile, de découvrir qu'il faut mettre une application en prod 2 jours plus tard. Et elle n'a jamais vu l'appli, elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne sait pas ce que c'est. Donc du coup, ça c'est un truc, ouais, c'est bien, c'est cool, je suis content qu'on ait une nouvelle appli, mais c'est quoi ?
Donc du coup, en fait, malgré le fait qu'on voulait faire du DevOps, on avait toujours cette espèce de guerre qui continuait d'exister entre le Dev et l'Ops, ce qui est complètement en fait ce qu'on veut éviter à la base de notre équipe DevOps. Et en fait, ce qui a fait qu'on s'est retrouvés à travailler ensemble, c'est qu'on a eu un petit problème à partir de ce mécanisme-là. C'est qu'en fait, l'agilisation de l'équipe Ops a entraîné en fait beaucoup trop de demandes et on s'est retrouvé avec une très grosse problématique de difficulté à prioriser. L'équipe est partie complètement en live, priorisait elle-même, avait beaucoup trop de choses à faire en parallèle, des demandes sous le manteau, et en fait, à un moment, ça a commencé à se voir d'un point de vue hiérarchique. C'est-à-dire que les gens commençaient à se dire il faut de quoi en fait. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas quand on veut mettre du DevOps en place? On appelle un PO et on lui dit de venir à la rescousse. Donc ça, c'était mon CTO qui m'a dit, écoute Estelle, avec l'équipe DevOps, je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que tu peux venir les aider? C'était compliqué. Je fais bon, je suis pas trop là pour ça, je suis product, mais bon, ok, si tu veux, j'essaye. Mais moi, les DevOps, c'était ça. C'était des mecs dans leur cave qui fumaient beaucoup. Bon, en l'occurrence, François est un peu un stéréotype du DevOps, mais il boit beaucoup de bière, il boit beaucoup de café, bon, bref, tout ça. Et donc, il n'y a que le coca que je fais pas. Et donc moi, mon but, quand il m'a dit ça, je me suis dit, tiens, je vais les amener sur quelque chose de différent. Je vais un peu comme moi, je vois mon poste de travail, c'est-à-dire un truc un peu ouvert, créatif, organisé, bien carré. Mais finalement, bon, je me suis dit, on va commencer déjà simple, faisons un petit brainstorming, je vais poser mes questions et on va voir ce qui en ressort. Bon, je vous avoue qu'on a passé du temps quand même à s'expliquer. François m'a expliqué son travail, il m'a expliqué aussi les choses qui n'allaient pas, ce qui allait aussi, ce qui marchait bien. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était pas... j'allais pas pouvoir faire ce que je voulais au départ, c'est-à-dire les ranger, entre guillemets, les classer. Il allait falloir trouver un moyen de se rencontrer et d'amener les choses petit à petit pour que finalement on cohabite bien. Et du coup, en fait, on s'est retrouvé avec cette communication d'un UX avec un DevOps qui ont des métiers et des cultures complètement différentes initialement. Et en fait, il y a un truc sur lequel on s'est retrouvé, c'est le meilleur moteur de décision et de mise en commun dans vos sociétés, je l'encourage vivement, c'est la bière. Le vin aussi, si vous voulez, on s'en fiche. Juste le principe, c'est qu'on a réussi à trouver un terrain d'entente, on a trouvé un moyen de communiquer, en fait, c'est ça qui est important, pour trouver des solutions, pour améliorer, en tout cas dans notre société, comment ça allait se passer. Donc en fait, pour ça, on a juste mis en place des bonnes pratiques qu'on a définies ensemble autour d'une bière, mais pas que autour d'une bière quand même. On est un peu sérieux de temps en temps et on ne boit pas au bureau. C'est pas bien de boire au bureau. On a travaillé. Je te jure, Loïc, on a travaillé. Voilà. Alors du coup, le premier truc qu'on a vu, c'est que c'est pas parce que vous prenez votre équipe DevOps et que vous l'intégrez dans votre équipe, finalement, il y a quand même un problème, c'est que vos Ops, la plupart du temps, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ne travaillent jamais avec des roadmaps. C'est-à-dire que quand on est développeur, qu'on est produit, en fait, on travaille sur un produit et le but du jeu, c'est venir intégrer de la feature et de faire en sorte d'avoir une belle roadmap pour savoir où est-ce qu'on va. Sauf qu'en fait, vous, quand vous êtes Ops, vous travaillez avec une base de ticketing et de demandes qui arrivent. Sauf qu'en fait, quand vous faites du DevOps, en fait, vous êtes un peu ce monsieur qui regarde et qui voit un train passer avec les développeurs qui, eux, ont le droit de venir rajouter leurs features et venir améliorer votre produit. Sauf que vous, en fait, vous vous retrouvez avec tout votre stock d'automatisation que vous devez passer un peu à l'arrache quand vous avez le temps. Et ça, c'est un peu dommage. Un autre problème qu'on a vu, c'est ce problème de priorisation. En fait, on s'est rendu compte que le fait d'avoir des ops qui passaient par du ticketing et du SLA, c'était très lourd, c'était très chiant, on va à tout prix casser ça. Mais il n'empêche que le fait d'avoir une priorisation extérieure à l'équipe, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, parce qu'en fait, quand on se retrouve à avoir une équipe qui s'auto-priorise par rapport aux autres équipes, en fait, on a souvent des biais. On a souvent plus tendance à vouloir aller travailler avec certaines personnes, avec certains projets parce qu'ils nous amusent plus, et finalement on n'avance pas dans la bonne direction pour la société. Donc du coup c'est quand même intéressant de venir reprioriser par une personne extérieure, que ce soit une personne manager, mais aussi ça peut être des développeurs, quoi que ce soit. C'est juste d'avoir un regard extérieur. Ça a permis aussi de lancer quelque chose, c'est de vérifier et de réanalyser toutes les vieilles demandes. Est-ce que vous connaissez tous ce petit ticket qui traîne dans votre Jira ou dans votre système, qui est là depuis 1 an, qu'en fait vous dites je le ferai un jour parce que peut-être que ça sert à quelque chose, genre je sais pas, harmoniser les logs sur la prod par exemple, qu'on mette tous dans le même fichier pour faire que le système de logstage puisse venir les récupérer, mais que vous faites pas et qui traîne depuis 1 an et demi. Et en fait vous vous rendez compte que c'est super important pour la moitié des devs en fait. Ça nous a aussi permis de se dire, en fait, ces fameux objectifs d'automatisation, ce pourquoi on essaye de faire du DevOps, en fait, ce qu'on essaye de mettre en place pour tous nos développeurs, on va se permettre de les ajouter, en fait, nous, en tant que vraie priorité, et de pouvoir demander du temps pour travailler dessus, et de ne pas être dépendant, en fait, qu'un dev nous demande de travailler dessus.
Et pour ça, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste changé la communication. Alors le problème aussi, c'est que quand vous commencez à intégrer du DevOps, vous avez des sysadmins qui vont parler à des techs, donc c'est des devs, vous parlez de tech, sauf qu'en fait, vous avez l'impression que tout le monde comprend le métier de l'autre. C'est-à-dire que le sysadmin a toujours l'impression de comprendre le métier du dev, et le dev, c'est de comprendre celui du sysadmin. C'est pas le cas. Les deux parlent en chinois, donc du coup, nous, on a juste changé notre communication, on a simplifié, et on a essayé de monter un peu notre secte DevOps en disant, viens, on est bien. Et du coup, pour ça, on a mis un truc en place qui a résolu à peu près tous ces problèmes dans un premier temps. Ça a été la roadmap board. Alors, j'ai eu l'idée d'intégrer au mieux les DevOps, mais aussi d'intégrer un peu mieux tout ce qui se passait entre équipes. Parce que chez nous, on a des data science, on est data engineer, on a des fronts, on a énormément de fronts, on a beaucoup de back, enfin bref, on a pas mal d'équipes. Et le but, c'était d'avoir les DevOps inclus. Bon, en l'occurrence, dans la première version, il n'y avait qu'une tâche, mais bon, c'est venu petit à petit. Mais vous avez toutes les post-it, c'est des user stories, voire même des épiques. Et en face, vous avez les petits badges des équipes. Et en fait, au fur et à mesure, on voyait l'avancement de chacun. Et en un regard, on savait si les DevOps étaient à la bourre ou pas. Bon, je prends l'exemple des DevOps. Mais voilà, ce qui était top, c'était de savoir où on en était. Vous noterez le fait que c'était on est à la bourre. Hein. Non, ils sont très très bien. Mais du coup, c'était quelque chose de super positif et dans un premier temps, ça a été super top. Vraiment, on était super contents du résultat. Maintenant, François était au courant une semaine avant qu'il y avait une appli à déployer. Youhou, ça changeait des 24 heures aux 48 heures avant. Mais c'était pas suffisant. Ouais, alors moi je suis arrivé quand même un peu avec mes gros sabots parce que en fait pour moi là tout ce qu'on avait fait c'était des réussites managériales. En fait la problématique c'est que c'était pas suffisant. Là on avait pris un problème de communication entre les équipes, entre notre nouvelle équipe DevOps qui est en fait juste votre équipe Ops et votre équipe de développeurs et on a juste fluidifié la communication et la priorisation. On s'est juste rendu compte on allait avoir besoin les uns des autres et on a essayé d'améliorer un peu les processus de communication. Mais moi, je suis un vrai passionné de DevOps et moi, j'ai toujours un problème, c'est qu'avec tout ce qu'on a fait là, en fait, j'ai toujours ce mur et j'arrive toujours pas à le casser. Je me casse toujours la tête dedans. En fait, on a toujours notre super gang qui existe, on a toujours notre policier CTO, enfin notre policier Ops qui arrive en disant non, t'as pas le droit de faire ça sur la prod parce que tu sais pas faire et de toute façon la sécurité tu t'en fous, etc. Et puis de l'autre côté, on a toujours les devs qui, en fait, pour eux, ils ont beau avoir un nouveau système de communication, aller faire du script bash sur la prod ou faire gérer de la CI, c'est toujours pas sexy. Hein. Ils préfèrent toujours faire sa frimonade. Du coup, c'est là qu'on a mis quelque chose en place, on a trouvé quelque chose. En fait, le DevOps, et ça c'est le point clé en fait d'une bonne intégration de culture DevOps, c'est que pour réussir à faire un DevOps efficient dans votre société, en fait, le problème de la mise en place, c'est qu'il faut que vous suscitiez une volonté et un engagement de la part de vos devs et de vos offres pour qu'ils travaillent ensemble. C'est pas seulement de les mettre ensemble et leur dire c'est bon maintenant bosser ensemble, c'est de mettre une volonté. Si chacun des participants n'a pas envie de le faire, vous n'aurez pas une bonne intégration DevOps. Et c'est ça qui est votre target. Et pour ça, en fait, on a fait un parallèle avec l'UX. Parce qu'en fait, dans l'UX, le but du jeu, c'est d'engager vos utilisateurs vis-à-vis de votre besoin. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que vos utilisateurs aient envie de s'investir dans votre philosophie de projet pour faire des features qui leur correspondent et améliorer leur expérience. Mais en fait, nous, c'est la même chose qu'on voulait targeter quand on voulait faire du DevOps dans notre cas. C'était faire un engagement auprès des développeurs qui se rendent compte que c'est pour eux et que ça peut être intéressant pour eux, même si de loin, ça n'a pas l'air sexy. Donc du coup, en fait, on a eu une idée un peu folle. On a vu tous des problèmes, tous ces mécontentements des devs par rapport à la complexité de mise en prod, des tâches trop complexes, que les solutions des fois n'étaient pas celles qu'ils voulaient en fait, et d'avoir une reconnaissance assez limitée finalement malgré le travail qui était fourni. On s'est dit que tout ça, on allait peut-être pouvoir le modifier en mettant en place une nouvelle solution. Et c'est là où on a eu l'idée de faire des ateliers. Alors, comme on fait les ateliers utilisateurs dans l'UX, faire des ateliers avec nos utilisateurs, entre guillemets, nos développeurs. Donc, on a commencé ces ateliers en prenant des choses assez simples qu'on trouve aussi dans l'agilité, qui n'est pas forcément propre à l'UX, comme par exemple l'atelier des 5 pourquoi. Or, le 5 pourquoi, c'est très bête, c'est tout simplement de prendre une problématique et se demander 5 fois pourquoi. Donc, en l'occurrence, cette méthode-là, elle est top parce que finalement, on arrive à résoudre assez rapidement un problème compliqué parce que du coup, ça nous oblige à revenir sur le fondement et la cause du problème. Et deuxième chose, ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité pour que tout le monde soit réuni et qu'on arrive à communiquer tous ensemble pendant 1 heure sur ce problème-là. Donc comment ça s'est traduit chez nous ? Ça s'est traduit plus ou moins avec des post-it, forcément. Il y a beaucoup de post-it, vous allez voir. On a beaucoup de problèmes du moment où on commit jusqu'à la mise en prod. Du coup, nos devs se sont demandé pourquoi on a ce genre de problème.
Alors moi, je prends l'exemple d'une de nos dev front qui m'a dit, son premier post-it, c'était « Je n'ai plus accès à l'API de dev sur ma machine ». Ok, tu as eu un souci, mais pourquoi tu as eu ce souci? Parce que le serveur de dev distant n'était pas accessible. Ok, mais pourquoi il n'était pas accessible? Pourquoi tu as besoin d'un serveur de dev distant, finalement? Pourquoi j'ai pas l'environnement pourquoi j'ai pas accès vraiment à un serveur à distance? Parce que je n'ai pas l'environnement de back sur ma machine. Ok, mais pourquoi tu n'as pas l'environnement de back sur ta machine? Rien ne te l'empêche. Si, parce que chez nous, le back et le front, c'est complètement décorrélé. Donc ça nous a vraiment montré le fondement du problème. Et ce qui était bien, c'est que tout le monde a joué le jeu et qu'à la fin, on en est même venu à arbitrer un petit peu, à regrouper les problèmes entre eux. Et on en a listé un grand nombre de problèmes, comme vous pouvez le voir. Et automatiquement, on a vu qu'il y avait certains problèmes qui étaient super forts, comme le manque d'environnement ou comme le manque de tester l'ensemble de la chaîne. Donc finalement, ce petit atelier-là, assez rapidement, avec pas grand-chose, des post-it, il a été super positif parce qu'on a eu des super retours et tout le monde a participé. Mais par contre, voilà, côté DevOps, ce qui était bien, c'est qu'ils ont eu vraiment les vrais retours. Je ne sais pas si tu veux dire... Oui. Alors nous, ce qui était intéressant, en fait, c'est qu'on a eu un vrai retour de la part des utilisateurs, mais nos utilisateurs, c'était nos devs. On n'a pas eu un retour sur qu'est-ce que vous pensez du nouveau pipeline qu'on a mis en place pour déployer en prod. C'était vraiment qu'est-ce qui vous emmerde et qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui pourrait améliorer votre vie au quotidien, mais quel est votre vrai problème de fond. Et en fait, ça nous a permis de découvrir des choses où en fait finalement on pensait pas. Quand typiquement on disait il y a un problème avec l'environnement de dev, on pensait pas finalement en creusant qu'on allait tomber sur le fait qu'en fait c'est pas l'environnement de dev qui était en question, c'était le fait que les fronts voulaient avoir un environnement de dev un environnement back sur leur machine. Pour nous, on allait se focuser uniquement sur la stabilité de notre dev. Donc du coup, en fait, ça nous a permis de cibler des vrais problèmes et ça, c'était une chose qui était ultra intéressante. On a mis un autre atelier en place dans le cadre d'une journée dédiée au monitoring. Alors le monitoring, je ne sais pas si ça le fait chez vous, mais nous, c'est un peu ça. C'est quelque chose qu'on veut mettre partout, sauf qu'en fait, qui, en tant que développeur, passe beaucoup de temps à faire du monitoring? On est tous d'accord que c'est chiant, c'est pas un truc qui nous attire, c'est quand même assez long. Donc nous, en fait, côté DevOps, c'est une de nos problématiques, c'est comment faire en sorte que le monitoring ce soit sexy et que les gens aient envie d'en faire. Et en fait, on a fait une journée dédiée au monitoring et ce qu'on s'est rendu compte, c'était de mettre un petit atelier speedboat pouvait être intéressant. Alors, le but de cet atelier, c'est d'identifier des accélérateurs et des freins à la mise en place de quelque chose. Typiquement, nous, c'était du monitoring. Et trouver des solutions efficaces pour virer ces freins. Donc comment ça se fait? Ça se fait encore pareil avec un super tableau avec des super post-it, comme la moitié des ateliers agiles, je crois d'ailleurs. En fait, il y a un petit bateau avec une image de vent qui en fait montre les forces en fait du système qu'on met en place. Et de l'autre côté, vous avez un endroit qui représente tous les freins d'adoption. Et en fait, c'est tous les freins qui vous empêchent d'aller vers un idéal. Donc en fait, vous avez un petit bateau qui essaie d'aller sur une île paradisiaque, vous allez boire des mojitos parce que c'est trop bien. Et du coup, là, vous avez le retour de celui qu'on a mis en place. Et du coup, c'est intéressant parce que ça nous permet vraiment de détecter en quoi est-ce que ce qu'on a fait est une solution qui va être intéressante à être utilisée. Pas est-ce que notre solution est viable, on peut la mettre en place. Pourquoi est-ce que vous avez envie de l'utiliser? Pourquoi vous n'avez pas envie de l'utiliser? Et finalement, qu'est-ce que vous voudriez à terme? Qu'est-ce que vous voudriez en fait dans l'idéal? Si on prend là, déjà, on voit que typiquement, en fait, on a une force, on a beaucoup d'idéal et on a beaucoup de freins. Donc du coup, en fait, on se rend compte que finalement, notre solution de monitoring, elle est peut-être très bien techniquement, on peut peut-être tenir la charge encore sur 10 ans, mais en fait, on aura très très peu de monitoring qui va rentrer, tout simplement parce qu'à moins de forcer le développeur à le faire, il n'a pas envie de le faire. Clairement, il n'y a pas assez de forces qui sont mises en présence. Du coup, c'est un atelier qui était super intéressant de notre côté, tout simplement parce qu'on a eu des retours très pertinents. On a eu des retours de qualité, tout ce qui a été mis en place était OK. Par contre, clairement, il faudra qu'on revoie la forme. Je vais laisser Estelle en parler un peu plus, simplement parce qu'on a mis ça dans le cadre d'une journée de monitoring, en fait, et c'était un peu libre. Et en fait, on a eu très peu de retours, en fait, finalement, par rapport à tout ce qu'on aurait pu avoir. Oui, parce que normalement, ce genre d'atelier, il faut qu'il y ait une personne qui arbitre et qui essaie, entre guillemets, d'aller voir un peu plus au-delà des post-it et du coup de forcer un peu les développeurs à parler. Alors que là, on s'était dit que la journée va être compliquée parce que c'est une journée entière sur le monitoring. En plus, ils devaient le mettre en place sur des petits exemples et en plus, ils avaient leur boulot à côté. Finalement, l'atelier, il est passé à côté, mais vraiment à l'ouest. Donc, les retours étaient super bons, mais par contre, le format à revoir. Et ce qu'on s'est dit la prochaine fois, c'est qu'on allait, entre guillemets, étaler un peu plus cette formation-là et prendre une petite heure ou une petite demi-heure avec l'ensemble des personnes pour essayer d'avoir plus de retours possibles.
Alors ensuite, on a eu l'idée de prendre une méthode, mais qui est quand même là pour le coup assez UX, c'est la méthode des 6 chapeaux de Bono. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas trop. En fait, très simplement, cette méthode-là, vous allez voir, ça permet quoi? Ça permet que votre situation qui est assez compliquée, que vous ne savez pas trop par quel bout la prendre, eh ben, vous allez la voir sur des angles complètement différents. Ça va du coup vous amener énormément de perspectives et vous pourrez voir rapidement ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Vous allez avoir une vision détaillée, mais aussi quelque chose d'assez global parce que ça va vous forcer à réfléchir avec 6 profils différents, donc nos 6 chapeaux. Le but, il est très simple, c'est que vous avez un problème ou une solution que vous voulez, des solutions que vous avez, vous allez prendre aussi chapeau et vous allez regarder cette solution différemment. Le premier, c'est la neutralité. C'est-à-dire que nous, vous allez le voir, François va vous le présenter, le problème qu'on a pris, c'était un sujet qui était assez fort parce qu'il est assez costaud en termes DevOps, c'était mettre en place des environnements de test à la volée pour que les développeurs puissent, ou même moi en tant que product, je puisse tester une feature assez rapidement avec mon environnement pré-packagé, tout beau, tout propre. Le tout entre plusieurs projets, donc vous voyez des tests cross-application avec chacune des branches différentes devant s'intégrer différemment. Enfin, j'imagine que vous voyez tous un peu le truc un peu bien lourd à mettre en place, quoi. Et en plus, du coup, les DevOps avaient beaucoup d'idées, mais du coup, il fallait canaliser. Donc le but, en fait, c'était qu'on a commencé à mettre chaque chapeau. Donc le premier, la neutralité, forçait du coup les DevOps à un petit peu penser à la chose factuelle, juste des chiffres. Ensuite, des émotions. Donc là, par exemple, ils pouvaient balancer ce qu'ils avaient sur le cœur. Et créativité, ensuite, clairement, ils pouvaient aussi troller, ils pouvaient essayer d'imaginer des solutions, entre guillemets, futuristes. Le pessimisme et l'optimisme pour savoir les forces et les faiblesses des solutions, c'est pas possible, ça va pas bien marcher, la fraise. Donc les forces et les faiblesses de chacune des solutions. Et pour finir, le chapeau bleu, c'était le chapeau de l'organisation, où là, finalement, on récupère la solution sur laquelle on avait validé ensemble et on essaie de savoir quelles sont les étapes. Du coup, si on prend l'exemple typiquement de nos environnements de The Fly pour nos PO et nos fronts, etc., en fait, on se retrouve à... J'ai mis quelques exemples, là, on avait beaucoup plus de choses par chapeau, mais typiquement, je vous donnais un exemple pour chacun. Dans le cas d'un chapeau de neutralité, en fait, c'est tout simplement de se rendre compte, de se dire que notre dev, en fait, elle est assez instable, en fait. Si jamais on analyse factuellement, c'est-à-dire c'est beau être notre métier, on n'aime pas quand on dit que notre truc marche pas, en fait, on sait que factuellement, elle est assez instable, il y a beaucoup de coupures, que ce soit parce qu'il y a des problèmes network, il y a des problèmes d'hosting, il y a des problèmes applicatifs, mais en gros, on a notre environnement de staging qui est trop instable. Si on passe sur notre partie émotion, là c'est le moment où on a vraiment vidé notre sac, le moment où on a fini par pleurer tous ensemble et à s'engueuler, où en fait finalement on s'est dit non mais c'est pas possible, en fait la problématique c'est qu'on peut pas nous demander de garder une prod en uptime 100% et parfaite et dans le même temps gérer un staging qui soit lui-même à 100% du temps disponible pour tout le monde et qu'on puisse changer trop rapidement. C'est pas possible. Après, en créativité, c'est le moment où on commence à se lâcher. Nous, typiquement, il y en a une que j'ai sortie, que j'ai trouvé très bien, c'est plus de prod, plus de problème. Si on veut avoir une dev à 100%, moi j'arrête la prod et comme ça je gère la dev à 100%. Vous inquiétez pas, on aura un uptime de 100%, mais moi comme ça je gère plus la prod. Bon après, la vraie solution c'est de dire en fait une manière créative de gérer ce truc là, c'est de faire en sorte que ce soit les devs en fait eux-mêmes qui gèrent complètement le workflow, que nous on n'ait plus à mettre les mains dans le cambouis et qu'on n'ait même pas besoin de mettre de solution qui gère tout seul. Sauf que bon, à un moment, c'est un peu pas possible. Donc on a défini quelques solutions et les a passées sur nos superbes filtres jaune et rouge, noir et rouge, noir et jaune, désolé, qui sont le pessimisme et l'optimisme, où en gros, on a pris 3 solutions possibles qui pouvaient exister, comme le fait d'utiliser de l'orchestration et un provider de cloud externe, de faire de l'orchestration en maison, ou alors carrément d'aller de dire allez fuck it, je passe chez un pass, je vais payer une blinde mais ce sera tout automatisé pour moi. Et on les a passés sur tous ces systèmes là et en fait à partir de tous ces chapeaux en fait de positifs et de négatifs, ça nous a permis de faire émerger une solution qui nous semblait finalement la meilleure pour notre société et d'établir un super plan d'action qu'on a eu sur notre chapeau bleu, où en gros c'est quelque chose de très bateau qui a émergé, mais finalement c'est assez efficient parce que ça nous a permis en un atelier de sortir avec un problème qui était extrêmement complexe et d'arriver à un seul et unique cas qui était on a trouvé une solution et on sait comment au moins on va commencer à le mettre en place de manière à essayer d'engager nos utilisateurs pour le mettre en place. Le bilan du coup des 6 chapeaux, ça nous a permis vraiment plusieurs choses. La première chose, ça a été que on a réussi à, personnellement, moi j'étais contente parce que les DevOps ont réussi à sortir un peu de leur idée préconçue. Ils ont réussi tous à discuter et à se mettre d'accord finalement de manière assez simple autour de même sujet.
Ensuite, deuxième chose, c'était vraiment un élément très UX. Donc au début, c'était compliqué à se dire si ça allait marcher ou pas, mais finalement, l'intégration, enfin, le fait de l'avoir pris pour ça, c'était super positif parce qu'ils ont réussi à penser aux développeurs tout au long de la discussion et du coup d'être vraiment au cœur du problème. Oui, c'est un atelier qui est assez intéressant, même de notre point de vue, tout simplement, c'est on a pu se concentrer sur vraiment une partie besoin et vraiment se concentrer vraiment en UX en pensant d'abord à notre utilisateur qui était notre dev et pas seulement à la problématique technique de comment est-ce que je vais réussir à mettre en place ce truc qu'on me demande. On a pensé besoin avant de penser à la solution et ça, quand on parle de quelque chose comme du déploiement, c'est quelque chose qu'on fait assez peu parce que c'est quelque chose qui est assez couplé et ça nous a aussi permis de virer tout un ensemble de filtres techniques parce que quand on parle de déploiement, c'est pas comme une feature, on se retrouve à devoir des notions d'orchestration, des notions de network, des notions de hosting, des notions de provisioning et des notions de déploiement qui viennent un peu parasiter cette question et ça nous a permis en fait, de faire un filtre sur toutes ces problématiques-là pour vraiment réussir à trouver quelque chose d'assez logique. Bon, moi je continue pendant ce temps. Non mais c'est très bien, tu peux parler de maquettage pendant que je mets la presse. Du coup, on a essayé de mettre en place un autre atelier. Une fois qu'on a eu ça, on s'est dit, et si on utilisait on essayait de vraiment mettre en place un proto au sens UX du terme. Et donc là, en fait, quand on a commencé à réfléchir à cette problématique, et en fait, le but du jeu, c'est tout simplement de transformer une idée en forme tangible et de le faire essayer à notre utilisateur pour voir qu'est-ce qu'il en pense et avoir ses retours dessus. Donc là, en fait, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait réaliser ça. Et en fait, on s'est heurté à un petit mur. C'est que finalement, il n'y a pas de solution qui a été trouvée, tout simplement parce que nous, en fait, faire un proto et le faire tester à notre utilisateur, en fait, nous, dans la technique, on appelle ça un POC. Et donc en fait c'est un truc qu'on fait déjà, donc en fait on va pas s'embêter à faire quelque chose de particulier, en fait on va juste faire notre POC et par contre ce qu'on va essayer de faire en place c'est de prendre une méthode UX et de se dire que notre POC, au lieu de juste valider que techniquement ça marche, on va le faire tester à notre utilisateur pour vérifier est-ce qu'il est content ou est-ce que en fait finalement son expérience d'utilisation de cette solution est mauvaise, même si derrière la technique est bonne. Et dernier petit atelier dont on vous parler, c'est les personas. Alors est-ce que vous savez ce que c'est un persona de manière générale ? Ouais, dites-moi, ceux qui ont déjà à peu près vu, de manière que je... Même de loin, vous inquiétez pas. Moi, la première fois, on m'a dit ça, j'ai pas compris. Alors, un persona, c'est utilisé beaucoup au niveau un peu market. Qu'est-ce que c'est ? C'est une personne imaginaire qui représente un segment, un groupe d'utilisateurs. Alors, techniquement, moi, quand j'ai connu ça, quand j'en faisais dans ma première société, qui était un éditeur de logiciels pour les notaires, on a créé Sophie. Alors Sophie, elle était sympa, c'était une chef comptable et elle nous permettait finalement de nous projeter dans la future utilisation du produit, dans les nouvelles features, mais avec vraiment cette personne derrière nous pour savoir comment ça devrait fonctionner et qu'est-ce qu'elle aimerait avoir dans son futur outil. Donc le but pour nous, c'était de se dire on va faire un persona, mais pas un persona d'utilisateur, mais de développeur. Savoir avec qui, François, entre guillemets, quels sont les profils avec qui il travaille le plus. On a commencé par un petit brainstorming. Alors, le but, c'était de lister tous les profils utilisateurs avec qui ils devaient travailler. Donc, en l'occurrence, il y avait une partie vraiment profil tech, donc profil IT, c'est cool. Donc, du coup, vous aviez les backs, les fronts, etc. En fait, je crois que cet écran n'aime pas les post-it. Ah, peut-être que c'est ça. C'est à chaque fois qu'il y a un post-it, il y en reste. Bon, promis, à la fin, il n'y en a plus. Il y a une dernière diapo, après c'est fini. Il y a une partie du coup des profils utilisateurs qui étaient plutôt ceux qui étaient experts en DevOps, ceux qui s'y mettaient un petit peu mais qui touchotaient. Il y avait ceux qui par contre ne voulaient pas du tout avoir affaire à ça. Et la dernière partie finalement des post-it qu'on a eu, c'était vraiment se dire la personne, elle en a, elle est, enfin entre guillemets, si elle était intéressée par le DevOps, donc si elle était méga intéressée, si par contre elle n'en avait rien à faire. Et ça, du coup, on a commencé par, vous n'allez pas le voir, mais on a commencé à lister, commencer à faire le persona. Donc j'ai demandé à François et au DevOps de lister, de penser à une future personne qu'ils imaginaient, et on a pris le profil spécifique d'un data engineer, donc d'une personne qui fait beaucoup de big data, mais expert. Donc, entre guillemets, le chieur dev qui vient les embêter tout le temps. Alors nous, chez nous, on les appelle les data bourrins. C'est-à-dire qu'on a les data malins qui font du machine learning et les data bourrins dont le but, c'est juste d'avoir le plus de data possible, quoi. Donc c'est les mecs qui nous demandent toujours de la RAM, des machines, tout ça. Enfin...
Donc techniquement, si elle veut bien revenir, ça serait top pour la dernière diapo. Après, c'est pas grave si vous le voyez pas. Mais on a fait notre premier persona. Bon, bah, il veut pas venir. C'est bête, vous n'allez pas voir Jean. Parce que Jean, il est vraiment cool. C'est un révolutionnaire anarchiste nihiliste. Il est top, il a 41 ans, il a 3 enfants. Mais bon, il veut pas venir, alors tant pis. Hein. Non, tant pis. Et si vous voulez, Jean, ben, j'espère que vous le verrez si on arrive à faire marcher la presse, mais Jean, clairement, il a permis au DevOps de se dire ben, comment je dois penser ma feature. Est-ce que quand François et les autres ont fait l'atelier de monitoring, ben, finalement, est-ce qu'ils n'auraient pas dû avoir dans leur tête les personas en se disant ben, comment Jean réagirait face au monitoring? Est-ce qu'il ne va pas se dire oh, ben, ça je connais déjà, je m'en fous la presse, je ne vais pas l'écouter, je vais bosser sur mes trucs. Peut-être. Alors peut-être qu'il aurait fallu, grâce à Jean, on se serait peut-être dit, youpi, on se serait peut-être dit, ben, on va faire peut-être deux formations complètement différentes et on va faire une spéciale, spéciale Jean et une spéciale pas Jean. Alors, c'était censé revenir, ça ne revient plus. Voici Jean, voilà. Vous avez vu là, la bonne tête du révolutionnaire nihiliste, anarchiste. Il a l'air sympa aussi. Mais c'est le but aussi des big data. Donc du coup, voilà, grâce à ça, on était vraiment dans une philosophie où du coup les DevOps ont pu vraiment se projeter. Moi, je trouvais ça comme jeu très compliqué parce que ça m'a forcé à changer de template de mes personas, ça a forcé à changer mon discours et du coup, ça a été quand même aussi difficile pour moi, mais vu le résultat, ça a été top. Bon, vous avez vu Jean et maintenant il est parti. C'est bon, je peux continuer à la voir. De notre côté, ce qui était assez compliqué, c'est que c'est un atelier dans lequel on est peu habitué. C'est quand même assez difficile de se projeter dans un utilisateur, surtout un autre développeur qui a aussi une haute expertise sur quelque chose. Après, on a essayé de se prêter au jeu et c'est assez intéressant, tout simplement parce que ça nous permet d'avoir des profils sur lesquels on peut vraiment, quand on pense à quelque chose, se dire comment est-ce qu'il va réagir, pas forcément par rapport à comment notre vrai collègue va réagir, mais comment est-ce que ce type de personne va réagir généralement par rapport à cette feature. Du coup, on vient au bilan. Alors, non, on n'a pas fini comme Roméo et Juliette, je vous rassure. Il n'y a pas eu de bain de sang, de tuerie, de machin. Je suis encore là, donc quelque part, ça s'est bien passé. Moi aussi. Bon, il n'a plus de clavicule, hein, vous ne le savez pas, mais là, derrière cet homme, il n'y a plus de clavicule gauche. Mais mis à part ça, on a vu que l'approche finalement UX, celui que je vous ai montré tout à l'heure, ben, ça marchait bien. En prenant des ateliers, en essayant de se forcer à avoir appliqué, entre guillemets, une philosophie UX et un peu agile, ben, on a remarqué que finalement, on pouvait prendre ce qu'on connaissait de l'UX et avoir une certaine approche différente. Donc finalement, ce que ça nous a apporté, ben, ça a amélioré la communication entre les devs et les DevOps, forcément, mais aussi entre DevOps. Ça a permis vraiment une fluidité de communication et on a vraiment réussi à tous parler. Après aussi au niveau des devs, ils étaient moins stressés, il y avait beaucoup moins de freins, on les sentait vachement ouverts parce que du coup, ils savaient qu'ils étaient soutenus par les DevOps, tout simplement. Et pour finir, je crois que je vais parler au nom de François, mais côté DevOps, ils ont eu un peu plus de reconnaissance et ça se voit parce que maintenant, entre guillemets, on les oublie plus. Ils sont là, ils sont dans la roadmap, ils sont avec nous et du coup, ils sont vraiment intégrés. Bon alors par contre, il y a quelques petits trucs à prendre. Allez pas voir l'UX de votre boîte pour lui dire faut qu'on fasse ça, il y a des petites choses à faire. Notamment, une des choses, c'est que quand vous faites un atelier UX, vous demandez à un utilisateur et vous lui demandez un besoin. Quand vous demandez un besoin à un utilisateur, il va vous parler de son vrai besoin, de ce qu'il a, faut un peu le forcer. Par contre, quand vous allez voir un dev et que vous lui dites tu as un problème sur ta dev, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le mec va te répondre il faudrait un Kubernetes. Le mec vous répond avec une solution et pas un besoin en fait. Et ça c'est assez ennuyeux parce qu'en fait nous ce qu'on cherchait à faire c'était vraiment avoir le besoin. Aussi autre chose, quand vous faites de l'UX et que vous cherchez à améliorer une feature, à intégrer un produit, c'est quelque chose qui va impacter votre utilisateur sur un court laps de temps. C'est une feature dans une application qu'il va utiliser de temps en temps ou peut-être au jour le jour, mais c'est reste une feature, une app. Quand vous changez quelque chose pour votre développeur avec de l'automatisation, etc., c'est quelque chose qui va l'impacter tous les jours. Donc faites attention quand vous modélisez ça à bien lui faire comprendre que ce qu'il modélise c'est pas un truc juste pour rigoler, c'est un truc qu'il va vraiment utiliser au jour le jour et que ça va avoir un fort impact sur sa vie. C'est assez time consuming, hein. C'est-à-dire qu'à la base on est parti d'une équipe de 3 où on faisait notre prio tout seul, à se retrouver à intégrer plein de développeurs de toutes les autres équipes et à leur bouffer pas mal de temps à faire des ateliers. Ça s'est senti un peu dans la roadmap, on s'est un peu fait taper sur les doigts, au bout d'un moment on s'est dit il faut quand même qu'on valide. Merci Loïc, encore une fois.
Et surtout, essayez pas juste de reprendre les mêmes choses que nous. Nous a présenté un ensemble d'ateliers qu'on a mis en place. Vous pouvez imaginer de prendre tous les ateliers agiles et UX. La seule chose qui est intéressante, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut adapter le besoin et comment est-ce qu'on peut réussir à extirper le besoin de vos développeurs pour avoir un engagement de leur part, pour qu'ils viennent s'intéresser à cette philosophie DevOps. Donc du coup, résumé, pour finir, ça va être assez presque bullshit, mais c'est vrai. On a vu que les rapprochements des cultures, c'était possible. Vous avez vu, Roméo et Juliette, c'était deux familles complètement différentes. Nous, c'est pareil, mais finalement, on a réussi à faire un rapprochement et ça nous a plutôt plu et je pense que c'est quelque chose qu'on va continuer. Après, par contre, ne vous mettez pas de barrière. Ne vous dites pas, ouais, si chapeau de Bono, ça ne sera pas du tout bien pour les personnes qui font de la technique. Bah si. On a réussi, ça a été positif. Par contre, il faut essayer. C'est-à-dire qu'il faut être toujours dans le test et voir si ça marche. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à faire ça, si ça vous a donné des idées, à le faire et à nous dire ce que vous avez eu comme retour. Et pareil, après, il ne faut pas se fier aux apparences. Moi, personnellement, j'ai fait du dev avant. Oui, ça arrive. Mais clairement, j'ai compris rapidement leurs problématiques. Et pareil, François, la première fois que je l'ai vu, c'était pas dans ma boîte, mais c'était à un meet-up UX. Dites pas trop fort, hein, j'ai une réputation quand même. Donc au final, on voulait vous dire merci déjà à tous d'être venus. Merci à Tamolabs et à Loïc, au DevFest Toulouse forcément et à leur organisation, et à la clavicule de François parce que François était à 2 doigts de ne pas venir. Donc voilà, merci à lui. Et du coup, surtout, souvenez-vous, tous les Roméos ont droit à leur Juliette. Voilà, merci beaucoup.